Vous avez été nombreux à me le demander et du coup, aujourd'hui, c'est chose faite. Vous avez été plusieurs à me demander via message privé ou alors encore en commentaire un quiz, un nouveau quiz CCA. Je vous rappelle qu'il y en a déjà un en ligne, donc n'hésitez pas à aller le voir également si vous n'êtes pas au courant, si vous ne l'avez pas encore vu. Aujourd'hui, du coup, mes chers amis avionautes, je vous propose un nouveau quiz CCA. Et ce quiz CCA, il sera spécialement tourné vers la rubrique secourisme. Avant de se pencher vers ce quiz aujourd'hui, je vous laisse le temps d'aller chercher un petit stylo, un crayon, peu importe, histoire d'être sûr de noter les questions et les réponses pour valider du coup ce que vous avez juste ou pas. Il y aura au total 10 questions et du coup forcément 10 réponses. À chaque fois, j'essaierai forcément d'apporter également ma note pour vous expliquer le pourquoi du comment. Avant de passer aux questions, avant de voir tout ça en détail, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. Ça aide beaucoup au référencement, également à mettre un like et à partager auprès de tes amis. N'hésite pas. Également, si tu m'écoutes en audio, également partage le podcast et mets un commentaire positif. Par la même occasion, j'en profite pour rappeler que tu peux recevoir un e-book gratuit en souscrivant, en rejoignant du moins la newsletter de comment devenir PNC. Ça se trouve dans les notes de l'émission. T'as le lien. Également, tout nouveau, tout beau, tout chaud. J'ai mis en ligne également un forum sur le site commentdevenirpnc.com. Si vous voulez vous rejoindre le forum du site pour répondre, échanger plus directement, des questions, etc. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Du coup, comme je l'ai dit en introduction, en tout début d'épisode, aujourd'hui, je vais du moins vous proposer un épisode où je vais vous poser 10 questions de CCA liées au secourisme, car je sais que d'après vos commentaires, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour vous, car forcément, on n'est pas tous médecins, on n'a pas ça dans le sang, le côté médecine. Moi encore aujourd'hui, au bout de 15 ans, quand j'ai des problèmes médicaux à bord du moins, ce n'est pas forcément ce avec quoi je suis le plus à l'aise, mais bon, malgré tout, il faut savoir gérer tout ça. Et du coup, c'est ce que je vais vous proposer dans quelques instants. Mais avant de voir les 10 questions que je vous propose, il y a une autre question qui m'a été, du moins plusieurs fois, qui m'a été posée par des internautes, donc encore récemment, il y a quelques jours en arrière. C'est mes conseils pour réussir le CCA, pour ne pas stresser le jour de l'examen théorique du CCA. Du coup, je fais apparaître une petite checklist en 5 points où en fait, je vous donne mes conseils, mes 5 points essentiels, du moins je pense, pour réussir le CCA. Alors le premier point c'est tout simplement de bien réviser. Donc ça, c'est forcément valable pour la théorie. Je vous rappelle qu'en fait, la théorie, c'est un questionnaire à choix multiple. Donc en soi, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut vraiment apprendre par cœur son bouquin. Le CCA, ça dure 2 à 3 mois. Donc il faut vraiment dormir, que ce soit avec son CCA théorique ou bien encore après avec la partie pratique. Il faut vraiment tout apprendre par cœur. C'est bien révisé. Pareil pour le côté pratique. Si tu nages comme un caillou, va prendre des leçons de natation avec ton maître nageur dans ta commune. Si tu ne sais pas prendre un pouls, entraîne-toi sur ta mère, ton père, peu importe qui. Tu fais le pouls et après tu le compares par exemple à une machine ou une Apple Watch ou une montre connectée qui te permet du coup de t'entraîner directement chez toi. Et ça vraiment bien révisé, c'est le point essentiel pour réussir son CCA. Mon deuxième conseil pour réussir son CCA, c'est bien théorique pour le coup, c'est bien prendre son temps avant de répondre. T'es pas non plus dans le rush, il y a quand même du temps, c'est quand même large, donc il faut bien prendre son temps. Troisième point qui aurait fait écho au deuxième, c'est bien lire avant de répondre, d'accord? Souvent, il y a un ou deux mots qui modifient une question et ça change tout, du moins une réponse. Donc, bien lire avant de répondre. Quatrième conseil que je peux vous donner avant de répondre à votre quiz, c'est s'il y a un doute, procéder par élimination. Souvent, on va vous donner une question et 4 possibilités. Et dans ces 4 possibilités, il y en a souvent 2 que vous pouvez globalement rejeter parce que c'est complètement con. Et dans les 2 qui restent, il y a une légère différence qui fera que l'une est juste et l'autre est pas, donc procéder par élimination. Et enfin, mon dernier conseil, c'est vraiment si vous bloquez sur une question lors du quiz, ne bloquez pas éternellement. Il y a quand même un temps limité, même s'il est large.
passez à la suite, répondez aux questions suivantes, ne commencez pas à avoir des sueurs froides comme ça parce que vous vous buguez. Passez à la suite et revenez un peu plus tard sur la question. Et une fois que vous aurez tout fait, vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair une fois que vous aurez fait le reste de l'examen. Maintenant que du coup j'avais répondu à cette question qui m'a été demandée par une internaute, par une abonnée, on va passer au quiz que vous attendez. Le quiz du coup spécial secourisme CCA, donc ce sont des vraies questions qui ont été posées. Vous allez voir, rien de bien compliqué, mais bon, il faut quand même savoir y répondre. Et comme je vous l'ai dit, il faut vraiment apprendre votre livre par cœur avant l'examen. Il faut vraiment se le mettre bien dans la tête, bien profond au fond à droite pour être sûr de ne pas l'oublier. Du coup, je vous pose des questions. Je vous montre les questions à l'écran et je les pose également à l'oral pour ceux qui m'écoutent en audio. À chaque fois, 4 réponses possibles. Une est fausse, enfin une est juste, pardon, plutôt l'inverse. Une est juste. Et ensuite, je vous donne directement la réponse dans la seconde d'après. Question numéro 1. Lors de l'examen d'un malade, les premières observations à effectuer sont son pouls carotidien, son pouls radial, sa respiration, réponse numéro 1. Réponse numéro 2, sa coloration, sa température, ses pupilles. Réponse numéro 3, sa conscience, sa respiration et son pouls carotidien. Et enfin, réponse numéro 4, son pouls carotidien, son pouls radial, ainsi que sa conscience. Du coup, je répète la question. Lors de l'examen d'un malade, les premières observations à effectuer sont, à votre avis, quelle est la réponse? Je vous donne encore quelques secondes. Donc, je vous rappelle en audio, en fait, là, pour le coup, on a son pouls carotidien en premier, sa coloration, sa conscience et une nouvelle fois son pouls carotidien en dernière réponse. Alors, on passe à la réponse. Alors, la réponse, je vous la montre, c'est la troisième. On regarde en premier sa conscience, suivi de sa respiration et ensuite son pouls carotidien. En fait, on vérifie toujours lorsque vous avez un problème médical, l'état de conscience de la personne parce qu'en fait, une personne, un malade qui est inconscient, c'est forcément quelqu'un qui a un degré de gravité potentiellement important. Donc, c'est ce qu'on regarde toujours en premier. Si la conscience est bonne, ensuite, on va faire attention à sa respiration. Est-ce que sa respiration est bonne? Est-ce qu'elle est régulière? Ou est-ce que c'est plutôt des quelqu'un qui prend sa respiration? À ce moment-là, il y a une détresse respiratoire. Et enfin, on prend son pouls carotidien par la suite. Son pouls, c'est seulement par la suite. Parce que si par exemple, vous avez une personne inconsciente et que sa respiration n'est pas là, ça veut dire qu'il y a potentiellement une crise cardiaque derrière, qu'il faudra passer à une autre étape. Donc ça, c'est autre chose. Donc je vous rappelle, lors d'un examen d'un malade, la première chose à faire, c'est de vérifier sa conscience. Question numéro 2. Le péritoine est une membrane entourant les poumons, les intestins, le cerveau ou bien le cœur. Je répète, le péritoine est une membrane entourant les poumons, les intestins, le cerveau ou bien le cœur. Et là, on va passer à la réponse. Le péritoine est une membrane entourant les intestins. Oui, ça, il faut le savoir. C'est du par cœur pour le coup, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Le péritoine, donc ce sont les intestins. Et le péritoine, lorsqu'il cède, lorsqu'il y a un trou dans le péritoine, c'est ce qui peut donner la péritonite. Et du coup, c'est une infection du corps et c'est très dangereux si jamais il y a un problème. Autant vous le dire, au quotidien, ça vous servira strictement à rien, mais alors vraiment à rien de savoir le mot péritoine. Mais le jour de l'examen, comme je vous l'ai dit, ça sera vraiment quelque chose d'ultra important. Donc, il faudra l'apprendre par cœur. On passe à la question numéro 3. Au repos, chez un adulte en bonne santé, la fréquence cardiaque est d'environ 50 battements par minute, 60 battements par minute, 70 battements par minute ou bien 110 battements par minute. Au repos, chez un adulte en bonne santé, la fréquence cardiaque est d'environ 50, 60, 70 ou 110 battements par minute. On passe à la réponse. Et la réponse, c'est 70 battements par minute.
Donc c'est au repos, c'est la moyenne. Comme dit, c'est vraiment une moyenne. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Certains ont un rythme cardiaque au repos inférieur, d'autres ont un rythme cardiaque supérieur. Donc c'est une moyenne, comme dit. Et dans les livres qu'on vous donne au CCA, dans ce qu'on vous CCA, dans ce qu'on vous apprend, c'est 70. Quelqu'un qui a un battement au repos de 110 battements par minute, autant vous dire qu'il a vraiment un problème cardiaque, il devrait vraiment consulter. 110 battements par minute, en fait, c'est grosso modo ce qu'on fait lors d'un massage cardiaque. 50, c'est vraiment peu, c'est pas impossible, c'est vraiment très très bas. Et 60, ça pourrait être juste, mais bon, en général, c'est plutôt 65, 70 battements par minute chez un adulte. Et comme dit dans la question, c'est bien précisé au repos. Donc, lisez bien, comme je vous l'ai dit, c'est au repos. On va maintenant passer à la question 4. Et ça, au quotidien, autant vous dire que vous allez souvent l'utiliser. La crise de tétanie est due à un manque d'oxygène, à un excès d'oxygène, à un manque de CO2 ou à un excès de CO2. Je répète, la crise de tétanie est due à un manque d'oxygène, à un excès d'oxygène, à un manque de CO2 ou alors un excès de CO2. Alors, on va passer à la réponse. La réponse, je vous la montre, c'est un manque de CO2. Les crises de tétanie, souvent, mettez-vous ça en tête, c'est ce qu'on voit dans les films, à la télé, c'est quand on fait respirer quelqu'un dans un ballon et qui fait... Et en fait, en respirant dans un ballon, du coup, ça va forcer cette personne à re-respirer de l'air déjà inspiré et ensuite expiré, et du coup, ça va augmenter son taux de CO2 dans son corps et rétablir du coup un rythme normal. Donc, c'est vraiment un manque de CO2. Au quotidien, on ne fait pas respirer, alors à part si votre compagnie aérienne vous l'impose, mais sinon on ne fait pas forcément respirer quelqu'un au CO2 dans un ballon, parce que ça peut être contre-productif. Au quotidien, pour traiter une crise de tétanie, et autant vous dire que quand vous avez un passager qui est confronté à ça, c'est ultra impressionnant. La personne ne bouge plus et est tétanisée, hein, d'où le nom. Et en fait, on fait tout simplement, on force la personne à parler en lui posant des questions ouvertes pour la forcer à parler. En fait, le fait de parler, la personne va réguler sa respiration et du coup, le taux d'oxygène va baisser, le taux de CO2 va revenir à sa normale et tout va revenir normal. Donc du coup, on traite une crise de tétanie en faisant parler quelqu'un, en forçant quelqu'un à parler tout simplement, et ça se règle assez facilement. Question numéro 5. Pour éviter les problèmes de déshydratation à bord, il est recommandé de boire pour 4 heures de vol 0,5 litres d'eau, 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau ou bien encore 2 litres d'eau. Je vous répète, pour éviter les problèmes de déshydratation à bord, il est recommandé de boire pour 4 heures de vol 0,5 litres d'eau, 1 litre, 1,5 litre ou bien encore 2 litres. On passe à la réponse. Donc là, c'est pareil, c'est dans le bouquin, c'est écrit pour 4 heures de vol, il est recommandé en tant que PNC de boire une bouteille d'1 litre d'eau. Donc ça, comme dit, c'est également de la grosse théorie parce que dans la pratique, c'est pas forcément, on boit pas assez et en fait malheureusement ça se ressent après au niveau du tube digestif, etc. Donc il est vraiment recommandé de boire de l'eau, même plus qu'1 litre. Dans le possible, on se déshydrate vraiment très vite dans l'avion. Et en plus, malheureusement, on a plus tendance à boire du coca, à boire du café que la compagnie vous met à disposition à tort et à travers. Et en plus, au-delà de ça, on grignote parce que par exemple, dans ma compagnie aérienne, on nous donne plein de choses à grignoter, à manger toute la journée, on fait que ça de bouffer. Donc voilà, buvez de l'eau, 1 litre d'eau au minimum tous les 4 heures. Question numéro 6. Parmi ces affirmations, choisissez la proposition exacte. Une syncope est un arrêt respiratoire. Une syncope est un arrêt cardiaque. Une syncope est un arrêt cardio-respiratoire. Et une syncope est une perte de conscience brève réversible en quelques secondes. Je vous répète, une syncope, c'est un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque, un arrêt cardio-respiratoire ou une perte de conscience brève réversible en quelques secondes. Franchement, ça, c'est pas compliqué.
Et retenez le mot en anglais, c'est fainting, et vous allez en voir, en veux-tu, en voilà, quasiment, peut-être pas toutes les semaines, au moins 1 à 2 fois par mois. Alors, je vous passe la réponse. La réponse, une syncope, c'est question. La réponse est la dernière, la D. Une syncope est une perte de conscience brève, réversible, en quelques secondes. C'est tout simplement un malaise vagal. Ne vous laissez pas impressionner, par exemple, dans cette question-là, par le mot syncope. Voilà, syncope, c'est du vieux français. C'est un malaise vagal. Donc, quelqu'un qui tombe dans les pommes doit normalement, en quelques secondes, en quelques instants, revenir à lui. Souvent, la personne, vous la mettez au sol, vous relevez les jambes, ou alors sur son siège, vous faites au plus simple, vous relevez les jambes. Et le fait de relever les jambes, ça va ramener le sang au niveau de la tête, au niveau du tronc. Et ensuite, la personne, en quelques instants, revient à elle normalement. Si elle ne revient pas, à ce moment-là, on passe en position latérale de sécurité et puis on passe à d'autres situations. Mais c'est vraiment, le syncope en anglais, c'est le mot fainting. Et vous allez en avoir vraiment en veux-tu, en voilà. Les autres réponses sont fausses parce que ce soit un arrêt respiratoire, cardiaque, etc. Ça c'est plus la crise cardiaque. Ce n'est pas du tout le cas d'une syncope. Une syncope, c'est vraiment quelque chose d'assez banal au final. Question numéro 7. Les éléments qui vous font penser à une crise hypoglycémique chez le diabétique sont habituellement une agitation motrice, des sueurs, une peau moite, une pâleur. Donc ça, c'est la question, réponse 1. Réponse B, des troubles sphinctériens. Réponse C, une inégalité pupillaire, une hémorragie au niveau de l'oreille. Et enfin, réponse D, ça vous fait penser, donc c'est des diarrhées profuses avec une fièvre élevée. Donc, qu'est-ce que vous pensez à la question, je répète, à une crise d'hypoglycémie chez un diabétique, chez un passager, une agitation motrice, des sueurs, une peau moite, une pâleur, des troubles sphinctériens, une inégalité pupillaire ou bien encore des diarrhées profuses. Allez, je vous laisse réfléchir. Ça également, c'est quelque chose d'assez régulier. Pas forcément chez des diabétiques, mais des crises d'hypoglycémie. Ce sont des choses qu'on peut voir assez fréquemment, assez régulièrement, disons, surtout lorsque vous avez des passagers qui ne sont pas habitués à voyager et qui du coup, ne prennent pas le temps de prendre un petit déjeuner, par exemple, correct ou de manger correctement avant l'avion. Du coup, c'est la réponse A. Une crise hypoglycémique, c'est une agitation motrice, ce sont des sueurs, une peau moite et une pâleur. C'est la réponse 1. Et ça, il faut vraiment bien l'apprendre par cœur. Donc, hypoglycémie, c'est manque de sucre en beau français, d'accord? Donc, hypo, c'est manque. Glycémie, c'est le sucre. Donc, c'est un manque de sucre. Donc, c'est vraiment typique d'un diabétique qui est en hypoglycémie. C'est une agitation. C'est vraiment quelqu'un comme s'il était en fait un peu bourré, un peu ivre. Il a une agitation, il a des sueurs, une peau moite, une pâleur. Et en général, lorsque l'on donne du sucre, quelque chose de sucré, que ce soit du pain ou par exemple de l'eau sucrée, où on a encore d'autres produits à bord extrêmement sucrés dans ce genre de situation, et la personne redevient à elle totalement rapidement, et ça, c'est vraiment très bien. Des troubles sphinctériens, le sphincter, rien à voir. Une inégalité pupillaire. Il y a des personnes qui l'ont naturellement, mais sinon, il y a une hémorragie au niveau de l'oreille, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du cerveau, et là, c'est plutôt grave. Des diarrhées profuses avec une fièvre élevée. Ça peut ressembler à une maladie tropicale ou bien encore à autre chose, mais ça n'a rien à voir avec l'hypoglycémie. On est bien d'accord à ce niveau-là. On passe à la question numéro 8. Lorsque la compression manuelle se révèle inefficace sur une petite hémorragie veineuse de l'avant-bras, vous devez réaliser un pansement compressif, un emballage de la plaie, un garrot, un point de compression humérale. Je répète, lorsque la compression manuelle se révèle inefficace sur une petite hémorragie veineuse de l'avant-bras, vous devez réaliser un pansement compressif, un emballage de la plaie, un garrot, un point de compression humérale. J'espère que vous avez la réponse et on passe du coup à la réponse. C'est le numéro A. On fait un pansement compressif. Donc lorsque vous faites un point sur une petite hémorragie et que ça marche pas, à ce moment-là, vous faites juste un pansement. Ça me paraît assez logique. Un garrot, on ne fait pas de garrot normalement dans un avion. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait, parce qu'un garrot, c'est vraiment extrême urgence.
On fait pas de garrot parce qu'en plus, quand vous faites un garrot, vous ne pouvez plus l'enlever parce que si vous l'enlevez, à ce moment-là, vous avez toutes les toxines du membre infecté, de la partie infectée qui va dans le corps et ça peut carrément causer la mort. Un point de compression, non. Et un emballage de la plaie, on n'est pas chez Auchan, on fait pas d'emballage de la plaie, ça ne sert strictement à rien. On fait juste un pansement et ça suffira largement. Question numéro 9. En l'absence d'un médecin à bord, chose qui n'arrive strictement jamais, mais bon. En l'absence d'un médecin à bord, vous devez assister une passagère en phase de travail. À ce moment-là, vous devez lui demander de contrôler ses contractions jusqu'à l'atterrissage, la mettre en décubitus latéral et lui administrer un antinopathique, la mettre en décubitus dorsal et lui administrer un sédatif, ou alors la laisser à son siège jusqu'à la rupture de la poche des os et surveiller la fréquence de ses contractions. Alors, je répète, si vous n'avez pas de médecin à bord et qu'une passagère est en phase de travail, ce qu'on lui demande de contrôler sa contraction jusqu'à l'atterrissage, on la met en décubitus latéral et on lui administre un antinopathique, on la met en décubitus dorsal et on lui administre un sédatif, ou alors on la laisse à son siège jusqu'à la rupture de la poche des os et on surveille la fréquence de ses contractions. Allez, là, pour le coup, c'est vraiment un peu de logique. On passe à la réponse. Alors la réponse, c'est la dernière. Si une passagère du moins est en phase de travail, on la laisse sur son siège jusqu'à la rupture de la poche des os et on surveille la fréquence de ses contractions. La phase de travail, c'est la première phase d'un accouchement. On vous apprendra tout ça en temps et en heure si vous devez apprendre à accoucher quelqu'un dans un avion. On peut pas demander à une femme enceinte, pour la première réponse, de contrôler ses contractions. C'est quelque chose de pas contrôlable. Hein. On n'est pas genre, madame, arrêtez s'il vous plaît, contrôlez-vous, retenez-vous. On ne la met pas, pour la B et la C, en décubitus latéral. Franchement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des mots compliqués qui ne servent à rien. Donc ne vous laissez pas impressionner par le mot décubitus. Là, pour le coup, pour éliminer, c'est simple. On oublie le mot compliqué, ça ne sert à rien. Mais on ne donne pas en fait un médicament, c'est ça en fait qui fait la réponse qui est négative. Un antinopathique, c'est un médicament contre les mal des transports, donc on ne donne pas quelque chose pour le mal des transports si une femme accouche. Et un sédatif, on ne donne pas de sédatif à qui que ce soit dans l'avion, à part si vous êtes un médecin et dans certaines conditions. Là, c'est vraiment genre, quand Kiné l'a accouché maintenant, donc on donne un petit sédatif et on en reparle une fois qu'on est arrivé, donc non. Donc la réponse est on laisse la passagère à son siège jusqu'à la rupture des os, si cela doit arriver, sachant que parfois ça peut prendre beaucoup de temps. Et ensuite, on contrôle la fréquence des contractions. Et à partir de là, on peut savoir si l'accouchement est imminent ou pas, ou alors s'il faut atterrir et du coup que la personne soit prise en charge une fois au sol. Enfin, dernière question. Un passager débute une crise d'épilepsie. Vous devez lui demander de calmer sa respiration en respirant au même rythme que vous. On demande de tenter de le maîtriser et de le calmer, ou alors on le protège en isolant ce qui l'entoure pour éviter qu'il ne se blesse, ou alors on lui donne de l'oxygène. Je répète, si un passager débute une crise d'épilepsie, on doit lui demander de se calmer en contrôlant sa respiration au même rythme que nous, tenter de le maîtriser, de le calmer, le protéger en l'isolant de ce qui l'entoure pour éviter qu'il ne se blesse, ou alors on lui donne de l'oxygène. À votre avis, et là c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez voir alors pas fréquemment, régulièrement, mais quand ça arrive, c'est très impressionnant les crises d'épilepsie, surtout quand c'est les majors, les grosses crises où on voit comme à la télé tout le monde bouge, la personne bouge de partout. Donc c'est vraiment impressionnant et vraiment très important de savoir comment le traiter parce que on ne le sait pas en avance. Du coup, la réponse, c'est la réponse C. Si un passager débute une crise d'épilepsie, à ce moment-là, vous devez le protéger en isolant de ce qui l'entoure pour éviter qu'il ne se blesse. Par exemple, on met les mains autour de la tête sans toucher, mais autour de la tête pour empêcher que la personne ne se cogne sur un objet qui pourrait être à côté. On n'essaye pas de le maîtriser, de le calmer, c'est juste impossible. Une personne qui a une crise d'épilepsie, donc c'est un problème lié au niveau du cerveau, il y a des décharges électriques, etc. Incontrôlées. Donc on ne peut pas maîtriser la personne parce que ça ne sert à rien, la personne ne pourra pas s'arrêter, on ne lui donne pas de l'oxygène, ça on peut en donner par la suite si la personne devient inconsciente et respire toujours.
Et on ne demande pas de se calmer en respirant au même rythme que vous. Ça, c'est complètement, voilà, c'est pas du tout le cas. Ça marche pas comme ça. Une personne qui a une crise d'épilepsie, on la protège de son environnement. C'est très, très impressionnant. En général, une personne qui se sait épileptique, ensuite, sait exactement quoi faire. Mais en attendant, vous devez la gérer. Vous devez la protéger. Vous devez ensuite potentiellement la mettre en position latérale de sécurité si elle est devenue inconsciente. Souvent, une crise d'épilepsie, il peut y avoir l'urine, etc. En fait, tout se lâche, etc. Donc, ce sont des choses qu'on apprend, c'est pas grave, c'est la vie, ça fait partie du secourisme, mais il faut vraiment savoir tout ça. On a parcouru les 10 questions et les 10 réponses qui vont avec. Dites-moi en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues juste. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Également, s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde dans les futures vidéos, dans les futurs épisodes, également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Une autre fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt.